dialogue des sourds entre l'employeur et les bons syndicats de la radio-télévision nationale congolaise. Une lueur d'espoir se dessine avec Patrick Mouyaya qui joue pratiquement le sapeur-pompier. Le ministre de la Communication et Médias a rencontré séparément aujourd'hui le directeur général ad intérim et le directeur de la RTNC d'une part et la délégation syndicale La Masse Laborieuse d'autre part. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision nationale congolaise. Nous ouvrons ce journal par les activités du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé hier à l'investiture du nouveau président zambien nouvellement élu. Le chef de l'État congolais a fait le déplacement de Lusaka pour se faire, comme le témoigne ce reportage. Lusaka, capitale de la République de Zambie, a vibré ce mardi 24 août 2021 au rythme de l'alternance politique consécutive à la victoire de Hakainde Hichilema, l'opposant historique à ce jour, âgé de 59 ans. Dans le Heroes Stadium de Lusaka, plein à craquer, les Zambiens ont assisté à la passation du pouvoir entre Edgar Lungu et celui qui le succède pour 5 ans à la tête de ce pays. Plusieurs chefs d'État ont participé à cette cérémonie. Parmi les grands invités, le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'accompagnait une importante délégation congolaise. Arrivé à Lusaka ce mardi matin à l'aéroport international Kenneth Kaunda, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli à sa descente de l'avion par le ministre zambien des Affaires étrangères et de la coopération. Le président congolais a eu droit aux honneurs militaires dignes de son rang. Ensuite, le cortège présidentiel s'est dirigé au stade omnisport de Lusaka. Dans une cérémonie empreinte d'une ambiance festive, Hakainde Hichilema, président élu, et Madame Mutale Nalumago ont simultanément prêté serment en jurant fidélité, loyauté et respect à la loi suprême du pays. Le nouveau président zambien a reçu des mains du président de la Cour constitutionnelle les emblèmes du pays à la totale satisfaction de ses compatriotes. Pour la toute première fois, le 7e président de la République élu de la Zambie a eu droit à 21 coups de canon. S'en sont suivis les honneurs militaires et passage des troupes en revue en qualité du commandant suprême des forces armées et de la police zambienne. Prenant la parole, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité du président en exercice de l'Union africaine, a rendu hommage au père de l'indépendance zambienne, Kenneth Kaunda, et promet au 7e président zambien élu le soutien total de l'Union africaine. En ce jour historique pour la République de Zambie et pour l'Afrique, je ne pourrais manquer de rendre un vibrant hommage au père de l'indépendance zambienne, le docteur Kenneth Kaunda, dont le rôle et l'attitude ont été charnières dans l'avènement de ce que nous vivons aujourd'hui. De manière très cordiale, Excellence Hakainde Hichilema, chers frères, je vous adresse mes vives et chaleureuses félicitations pour votre brillante élection à la tête de la République de Zambie. Conscient des défis qui sont les vôtres dès aujourd'hui, je vous souhaite un fructueux mandat et vous assure de l'accompagnement de l'Union africaine conformément à ses missions et à ses compétences. Hakainde Hichilema, homme d'affaires autodidacte, a été élu avec 2,8 millions de voix au terme de l'élection présidentielle de 2021, dont les résultats ont été rendus publics par la Commission électorale nationale le 16 août 2021. Nous l'avions dit en l'ouverture de ce journal, très chers téléspectateurs, les jours passent et se ressemblent depuis 48 heures à la radio-télévision nationale congolaise avec bien sûr ce mouvement de grève décrété, mieux déclenché par le bon syndical. Les dialogues de sourds entre l'employeur et le bon syndical a paralysé la grande machine de l'audiovisuel congolais. Un véritable sapeur-pompier, Patrick Mouyaya est passé aujourd'hui pour éteindre le feu qui a pris des allures inquiétantes. Description de l'ambiance qui a rien aujourd'hui dans ce reportage est signé Edith Chala est rendu par Yvette Makuntima. Le soleil s'est couché ce mercredi 25 août 2021 après avoir fait un ravage sur des agents de la radio-télévision nationale congolaise
épuisés, exténués par une longue journée des grèves. Contrairement au premier jour, aucun accès aux travailleurs n'a été autorisé depuis 6 heures du matin pour justifier un service minimum et pourtant prévu par les grévistes eux-mêmes. Assis en même les sols, jambes allongées pour certaines, debout en groupuscule échangeant sur leur avenir. La succession des événements multiplie les revendications des grévistes. C'est-à-dire nous allons demander au ministre, parce qu'il n'est pas encore sorti, il est là, on va lui demander que le DGA y parte. Parce que le DG n'a pas de la considération pour le personnel de la RTNC. Il traite tout le monde de menteurs, de voleurs, de médiocres. C'est-à-dire qu'il n'a pas du respect vis-à-vis de nous qui sommes les agents de la RTNC. C'est ça, un. Il a toujours des problèmes avec certains directeurs. Vraiment, il a un comportement qui n'est pas digne d'un chef. Ça, c'est en deux. Nous avons senti qu'il est incompétent. Comme il est incompétent, il doit partir. C'est ça la décision du personnel qui est ici. Alors, la délégation syndicale a des revendications. Le salaire, la redevance, la CNSS, les 25% qui étaient restés et la nouvelle grille barométrique qu'ils ont proposée à la tutelle. Nous attendons à ce que cela soit fait. C'est-à-dire que le ministre prenne les choses en main et avec son collègue du budget qu'il fasse quelque chose pour nous. C'est ce que nous attendons. L'arrivée du ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, en fin de journée, donne une lueur d'espoir à certaines des grévistes. Patrick Mouyaya Katembwe ordonne l'ouverture des grilles aux grévistes et réunit les syndicalistes pour une solution concertée. Les discussions vont durer des heures et se poursuivront. L'agent de la radio-télévision nationale congolaise qui donne de son temps et savoir pour servir la nation mérite mieux qu'un traitement de survie. La 12e rencontre, vous aviez certainement remarqué au travers de ces belles images, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, l'a eu avec la délégation syndicale, rencontre interdite à la caméra, mais dans la cour de la radio-télévision nationale congolaise, agents et cadres de la RTNC étaient mobilisés et pour attendre des solutions à leurs préoccupations. Message bien reçu par le patron des médias qui a eu un langage franc pour s'adresser à la masse laborieuse. Regardez. Bomonique, Nakoma Kiawa depuis 14h30, 15h, Tissiko Tozali. Boebike, Biso Tozalaka, Tozoyo Kana, Ngana Nga Okende Maramumile Mile Mingi. Na Sololi, Nabak, délégué syndicaux Nabino. Sur ma préoccupation nyonso o ezalaki na kati ya memo na bango to trouver ba réponse lobi na tongo pona makambo tali solde lobi na tongo ngamoko na rozala na séance de travail na ba délégué na bino bakoya 20 tokovanda tokotala protocole d'accord o esalamaki na rosala rapport na mokonzi ya mboka pour trouver solution na likambo etali solde. On a etali budget 2022. Na budget 2022 aussi to intégré nouveau barème. Et d'ailleurs lobby torosa la réunion technique ba repé sabino rapport. Leo na komaki awa na yoki nzembo boyembi. Na yoki Nakosala et rapport et pas mon condi.
Et puis, le ministre de la Communication et Médias a rencontré également, nous l'avions dit, le directeur général ad interim de la RTNC. Une rencontre élargie au directeur et chef des services centraux. Une seule question, pourquoi la RTNC est en grève? Suivez ce reportage de Médard Mbouyal Mangal. Près de 3 mois après sa nomination à la tête du ministère de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya était face au corps des directeurs dans une circonstance assez particulière. La grève qui a paralysé tous les services à la RTNC. Cette initiative était à la fois une interpellation des animateurs de direction, mais aussi un moment d'échange pour rassurer sur la volonté du gouvernement Sama Lukonde de moderniser cet outil de travail et de porter au loin l'image de la RDC et de ses institutions. La posture de Patrick Mouyaya se construit autour d'un contrat de performance entre la RTNC et le gouvernement congolais dans une perspective d'améliorer les services destinés aux consommateurs de ces médias publics. Après des questions salariales et autres avantages matériels, après la modernisation de l'outil de travail, l'essentiel sera focalisé alors sur le contenu. Dans une démarche basée sur la transparence, le ministre de la Communication et des Médias s'engage dans la résolution de ce conflit de travail à travers un débat public, de manière à ce que le public congolais comprenne ce qui s'est passé. L'auditoire a finalement salué cet exercice de franchise, car parler aux directeurs, c'est aussi s'adresser au personnel qu'ils encadrent. Chapitre consacré à l'RTNC terminé, très chers téléspectateurs. La République démocratique du Congo sera bientôt dotée d'une usine de production de tests rapides antigènes pour dépister Covid-19. C'est ce qui ressort d'une séance de travail qui a réuni autour d'une table l'équipe des Task Force présidentielles et la firme coréenne pour parler des préalables y relatifs avant bien sûr l'installation de cette usine dans notre pays. Reportage Coco Molicho, Blandine Zovo. Dans le cadre de l'amélioration du système de santé de manière globale, la République démocratique du Congo travaille sur des solutions locales afin de trouver des réponses efficaces face à la propagation de Covid-19 et des autres épidémies. La CAPUDC, cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire, un service spécialisé du cabinet du chef de l'État, a mobilisé un partenaire coréen spécialisé qui va, dans les prochains jours, installer une unité de production de tests rapides antigènes pour le dépistage de Covid-19. Une séance de travail a eu lieu ce mercredi dans la matinée sous la supervision de la Task Force présidentielle. La CAPUDC a mobilisé un partenaire coréen qui s'appelle Biosensor, qui travaille déjà en partenariat aussi avec une représentation locale ici, santé médique. Nous allons donc, grâce à ce partenariat, avoir ici en RDC une unité de production de ces tests. Et vous savez que ça va créer énormément de l'emploi. Nous passons donc à la phase, à la recommandation du chef de l'État, qui est de créer des solutions qui soient locales ici. Nous avons proposé des produits qui sont manufacturés en RDC avec des prix très abordables. Notre compagnie a déjà fourni dans le monde entier à peu près 700 millions de tests Covid-19 antigènes. Nous sommes également approuvés en préqualification par rapport à la malaria, au VIH, SIDA et à beaucoup d'autres maladies. Malgré la tendance actuelle, dont la courbe affiche relativement au rabais, la RDC doit rester vigilante pour éviter une éventuelle résurgence du coronavirus. Le partenariat avec la firme coréenne est l'une des réponses grâce au transfert de la technologie. La courbe, effectivement, actuellement, elle baisse, parce que comme vous savez, je suis coordonnateur de la Task Force aussi de lutte contre le coronavirus. La courbe, elle baisse, mais on est presque certain qu'elle va remonter dans une autre vague. Donc en fait, le chef de l'État, le président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous a demandé à la Task Force, au ministère et au secrétaire technique de nous préparer à mieux répondre à la 4e vague si elle venait. Pour l'instant, les négociations se poursuivent en attendant la signature effective de l'accord entre la RDC et la firme coréenne, étape qui sera précédée de certains préalables administratifs avant le lancement et l'installation effective de cette unité coréenne de production des tests rapides antigènes pour le dépistage du coronavirus.
Au chapitre toujours la santé, parlons de cette drogue bombée avec sa capacité de nuisance qui dépasse les limites et son cortège de victimes. La dernière en date, un garçon de 13 ans qui vient d'en payer le frais. Toute une vie gâchée à cause de cette drogue. Les énergies se mobilisent pour éviter le pire. C'est le cas de l'honorable Jean-Marie Lukulassi qui appelle à la responsabilité de tout Congolais de bon sens pour dénoncer justement cette pratique à la police nationale congolaise. C'est un reportage de Sandra Nyangitabu. Le ton est monté d'un cran parce que l'intoxication de la drogue bombée prend des proportions inquiétantes. C'est maintenant les jeunes garçons de 11, 12, 13, 14 et 15 ans qui consomment régulièrement cette drogue nuisible. L'honorable Jean-Marie Lukulassi Massamba, qui a reçu mission auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour éradiquer complètement cette pratique, s'est saisi de la question. Il faut commencer par démanteler tous les circuits de la matière première, en passant par la fabrication jusqu'à la consommation de bombées. Tous doivent être mis hors d'état de nuire. Le cas du décès d'un jeune garçon de 13 ans ayant consommé bombées a heurté les consciences. Devant le siège de G24, l'honorable Jean-Marie Lukulassi est à côté de lui les petits garçons de 13, 14 ans qui consomment régulièrement cette drogue nuisible. Nous sommes sur l'avenue Université numéro 87 dans la commune de Kaouka. Je lance le message à la population quinoise qu'il y a une procédure d'arrestation de tous les gens qui vendent bombées et on va aller plus loin. C'est sur instruction du chef de l'État que nous allons faire ça à partir d'aujourd'hui. Ça c'est la journée d'aujourd'hui où on a commencé. Directement à la Founa, on a repéré le messie qui vend ça. Nous devons être prudents partout où nous sommes. Je demande à la population quinoise de dénoncer et de nous apporter les noms des gens qui vendent cette drogue qui détruit la population. Toutes les autorités sont donc mobilisées comme un seul homme pour éliminer Bombay qui détruit silencieusement, mais très certainement toute une génération. Et poursuivons ce journal avec la semaine congolaise du tourisme, activité à circonscrire dans le cadre de la célébration de la journée mondiale du tourisme. Les manifestations sont prévues du 27 septembre au 3 octobre prochain et cela se passera dans la province du Lualaba à Kinshasa. Les préparatifs vont bon train comme le confirme ce reportage. La salle de réunion du ministère du Tourisme a réuni ce vendredi 20 août 2021 autour du directeur de cabinet adjoint du ministre du Tourisme, la directrice intérimaire de l'Office national du tourisme, qu'accompagnait une équipe constituée des experts du secteur du tourisme. La rencontre a mis à profit aussi le membre du cabinet du ministère du Tourisme. Prenant la parole, Jésus Noël Cheke, directeur de cabinet adjoint du ministre Modéron Simba, a rappelé à l'assistance les objectifs poursuivis dans l'organisation de la Semaine congolaise du tourisme, prévue du 27 septembre au 3 octobre de cette année dans le Lualaba. Cet événement sera précédé à Kinshasa de la présentation du circuit urbain du tourisme et de l'inauguration de plaques commémoratives dans le cadre du tourisme mémoriel. Des activités prévues du 25 au 26 septembre de cette année. La Semaine congolaise du tourisme, cette activité vise la promotion de l'offre touristique de la RDC. La directrice intérimaire de l'ONT parle d'une initiative qui s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans le programme du chef de l'État, le tourisme y est inscrit comme facteur de la diversification économique. Et c'est pour nous déjà une occasion de faire passer le message du chef de l'État qui est de sa volonté de pouvoir relever le tourisme de la RDC. Et donc vous comprendrez pourquoi le ministre du Tourisme actuel est très déterminé à relever ce défi. Notre objet social est de faire la promotion et le développement du tourisme par tous les moyens appropriés. Donc nous sommes vraiment dans l'organisation active. L'Office national du tourisme tiendra un grand stand durant toute la semaine. Donc je vous invite tous à venir faire connaissance avec l'Office national du tourisme et découvrir nos offres. Du 27 septembre au 3 octobre 2021, le Lualaba sera la vitrine de la RDC. Les 26 provinces du pays de Fachi y sont attendues pour parler investissement et industrialisation. Expositions et visites guidées sont aussi au rendez-vous. La Semaine congolaise du tourisme se veut également une vaste foire vendeuse de l'atout touristique de la République démocratique du Congo.
Le devoir de mémoire nous oblige de rappeler aux uns et aux autres que la traite négrière reste et demeure un triste souvenir pour l'humanité. L'exportation des Noirs est aussi passée par la province du Congo central. Découvrons ces endroits des tristes mémoires dans ce reportage qui porte la signature de notre confrère Cédric Kenena qui séjourne actuellement dans la province du Congo central. L'image a été toujours sidérante. Des personnes alignées, enchaînées, pieds et poings liés. La traite négrière reste la plus grande tragédie de l'histoire de l'humanité. Mais vous voyez déjà l'immensité de l'océan qui à la fois met en exergue la beauté de ces pays, la grandeur de ces pays, mais aussi la tragédie qu'a subi le Congolais du fait justement d'être si riche. La politique aujourd'hui qui est impulsée par son Excellence Monsieur le Président de la République de vouloir revaloriser ou impulser le secteur du tourisme. Et là nous sommes pratiquement dans le secteur du tourisme mémoriel. Ça nous intéresse au plus haut niveau. Tianfumu dans le Congo central, point de cantonnement des esclaves congolais pour un voyage vers l'inconnu, au-delà de l'Atlantique. Les comités scientifiques du projet international de l'UNESCO, la route des esclaves, exhument cette mémoire commune pour valoriser ces sites. La forêt d'Emvula, à quelques mètres de l'océan Atlantique. C'est ici que des hommes et des femmes, y compris des enfants, ont été entassés avant de prendre les larges. Autre vestige historique, c'est la Grande Marmite, ici entourée d'une chaîne appelée la chaîne des esclaves, à larguer les amarres d'un navire, mais qui a servi par la suite à enchaîner nos aïeux. Bien avant, le comité scientifique du projet international de l'UNESCO a animé une conférence scientifique sur la traite négrière à l'université Joseph Kasavubu de Boma. Refaire le chemin des esclaves, c'est réécrire l'histoire d'un peuple dont le regard est tourné vers les horizons meilleurs. Environnement mieux, aménagement dans ce journal pour parler justement de cette vaste campagne de vulgarisation de la politique nationale de l'aménagement du territoire. Le coup d'envoi a été donné ce mardi par le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Maître Guy Luando. Kisangani et Buta sont les premières villes concernées par cette vaste opération. Suivez de ce reportage. Lancement tour à tour de la campagne de vulgarisation de la politique nationale de l'aménagement du territoire ce mardi 24 août 2021 à Kisangani dans la province de la Chopo et à Buta dans les Bazuélé par le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, Maître Guy Luando Mboyo. À son arrivée à l'aéroport de Bangoka, le ministre d'État Guy Luando Mboyo a livré à la presse la raison de son voyage. C'est dans le cadre d'une mission officielle que nous sommes là. Les travaux vont durer une semaine. J'ai déjà ici avec moi une bonne partie de mon administration, principalement le secrétaire général de mon administration, ainsi que le cadre d'experts du ministère qui vont rester pour faire un travail de collecte de données, pour échanger avec toutes les couches de la population qui sont concernés par le processus de la réforme de l'aménagement du territoire. Accompagné des experts de son ministère, le patron de l'aménagement du territoire a officiellement lancé l'atelier lié à cette campagne en présence des autorités politico-administratives et des acteurs de la société civile qui militent pour que les réformes du secteur de l'aménagement du territoire atteignent les objectifs voulus par le gouvernement de la République. Tout en nous souhaitant un bon travail, je déclare ouvert l'atelier sur la vulgarisation, sensibilisation et mise en œuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire. Après Kisangani, cap sur la ville de Buta, dans le Bazuélé où l'attendait l'autorité provinciale qu'accompagnait le comité provincial de sécurité, le ministre Guy Luando Mboyo s'est acquitté à cette deuxième étape de l'objet principal de sa mission, le lancement de l'atelier lié à la vulgarisation de la politique nationale de l'aménagement du territoire et du programme Revit, entendez, repensons à nos villages, villes et territoires, programme qui cadre avec la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur le développement intégral et harmonieux de la République démocratique du Congo en intelligence avec le plan national de développement stratégique.
L'unité et la cohésion nationale, c'est bien le message adressé à la notabilité du Kasaï oriental par la ministre et près le président de la République actuellement en séjour dans cette partie du territoire national. Le ministre près le président de la République Nana Manouanina s'est adressé ce lundi 23 août à toutes les couches sociales de la province du Kasaï oriental réunies dans la salle de réunion de l'hôtel métropole du Kasaï, en présence de Madame le gouverneur de province intérimaire Jeannette Longa Moussamba, du président de l'Assemblée provinciale Athanase Kabongo Malebongo, occasion propice pour elle de transmettre à la population du Kasaï oriental le message du président de la République dont elle est porteuse. Bien avant, l'envoyé spécial du chef de l'État, Nana Manouanina, a brossé succinctement l'état des lieux de la province du Kasaï oriental minée par des conflits, des divisions, des discriminations qui ont ruiné la province jusqu'à l'état où elle se trouve aujourd'hui. Situation qui inquiète au plus haut point le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président est très inquiet parce qu'il s'est rendu compte que le pays va très mal. On a trouvé le pays dans un état pas bien. Le trou est tellement profond que ça demande du travail et des personnes capables d'aider à ce que nous puissions avancer. Comment vous accompagnez les chefs? Tout ce que vous faites là ne l'accompagne en rien jusque-là. Pas de cohésion, pas d'amour du prochain, pas d'unité et vous dites vous accompagnez les chefs. Comment vous l'accompagnez? Les chefs veulent que nous puissions nous rendre compte. Personne ne viendra construire le Congo si ce n'est nous-mêmes. La ministre invite les forces vives de la province à la prise de conscience. Il m'a dit de vous dire que tout Congolais doit se sentir à l'aise partout où il est. Pas de tribalisme. Il n'est pas tribal. Soyons unis, s'il vous plaît. Si nous ne sommes pas unis, nous ne ferons rien. S'il n'y a pas de cohésion, tous nos efforts seront jetés dans l'eau. Surpassons-nous. Quel est ce péché qu'on ne peut pas pardonner? Quels sont ces conflits qu'on ne peut pas gérer? Quelques intervenants qui ont sollicité et obtenu la parole ont énergiquement condamné des injonctions de Kinshasa qu'ils accusent à la base de tous les conflits au Kasaï oriental. Victime d'un incendie qui a pratiquement bouleversé dernièrement les consciences humaines à l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu, les étudiants qui ont tout perdu, hommes, habits et autres objets de valeur, ont été secourus par la fondation Denise Nyakero qui a construit des maisons préfabriquées au bénéfice de cette communauté étudiante de Bukavu. Reportage. C'est un acte de sociabilité et d'amour à la nation congolaise en général et aux étudiants de l'Institut supérieur pédagogique en particulier. Voilà comment le directeur général de l'ISP Bukavu, le professeur Patrick Mouzé Somora, a qualifié l'action de la première dame qui a financé les travaux de maisons préfabriquées au sein de son institution. Patrick Mouzé Somora l'a dit le samedi 21 août lors de la cérémonie de remise officielle par la fondation Denise Nyakero des maisons préfabriquées pour abriter les étudiants victimes du dernier incendie qui s'était produit à l'ISP Bukavu. Il s'agit de 5 blocs de 3 chambres chacun avec des toilettes et des douches ainsi que d'un hangar qui servira de cuisine. Le directeur général de l'ISP a exprimé ses remerciements à l'endroit de la première dame de la République démocratique du Congo. Nous remercions la fondation de la première dame, la fondation Maman Denise Nyakero, qui a tout fait pour que nos étudiants puissent avoir des logements provisoires. C'est le coordonnateur de la fondation Denise Nyakero, M. Joël Makubikwa, qui a remis officiellement les clés de ces maisons préfabriqué au directeur général de l'ISP et Bukavu. Au nom des étudiants de l'ISP, le porte-parole Franco Aboudou a également remercié la fondation Denise Nyakero pour ses gestes. À retenir que la cérémonie de la coupure du ruban symbolique a été présidée par la ministre provinciale en charge de l'enseignement, Madame Geneviève Mizumbi Namutondo, en présence de l'épouse du gouverneur, Madame Coralie Kassi. Bukavu, restons-y pour parler cette fois-ci des redimensionnements du collecteur Kama. Cette approche serait une solution durable pour éviter justement les débordements des eaux qui causent des dégâts matériels et humains dans chaque tombée de pluie. Cela se passe bien sûr dans la ville de Bukavu, comme nous l'avions dit. Reportage.
Le rond-point de la place de l'Indépendance a été inaccessible suite au débordement des eaux de la rivière Kawa jeudi le 19 août. Vu la résistance des 2 murs de soutènement du collecteur Kawa en reconstruction par l'Office des routes et Sud-Kivu sous financement du gouvernement central, à travers le FONER, la population de Bukavu sollicite au gouvernement congolais le redimensionnement du collecteur de la place de l'Indépendance jusqu'à l'avenue industrielle. Jusque-là, au niveau de l'industriel, au poste de déroulage là, commençant, il faut qu'il grandisse encore du collecteur là pour savoir aider aussi pour Ces derniers sollicitent les plaidoyers du gouverneur de province Théonga Bidjekassi auprès du gouvernement central pour que les travaux en cours d'exécution par l'Office des routes donnent une solution durable à la suite du débordement des eaux causant des dégâts énormes à chaque tombée d'une forte pluie. Si ces travaux restent uniquement pour la protection du rond-point de la place de l'Indépendance, situé au carrefour des routes nationales numéro 5, axe Bukavu-Uvira-Kalemi, de la route nationale numéro 2, axe Bukavu-Mwenga et de la route nationale numéro 2, axe Bukavu-Goma, la ville de Bukavu restera toujours sous le choc quand la pluie tombe. Travaux de réhabilitation également sur la route de Lodja et Benadibele dans les territoires mieux dans la province de Sankourou. Les travaux exécutés par l'Office des routes sur financement du FONER, mais il faut renforcer la capacité financière avant le début de la saison des pluies, sinon le pire s'en suivra. Explication donnée par le directeur provincial de l'Office des routes de Sankourou, l'ingénieur Patrick Mabita. On l'écoute. On fait 440 de Dibele, parce que sur cet axe Lodja-Dibele, nous avons en fait 3 chantiers. Le premier chantier, nous l'avons commencé au PK0 du côté Lodja en venant vers Dibele. Le deuxième chantier, nous l'avons mis au PK75, donc ça signifie au milieu de notre projet. Et le troisième chantier qui est ici au PK, nous avons préféré commencer aussi du côté Dibele pour faire l'ouverture de pistes avec le bulldozer que vous voyez, parce que la route ici n'existe pas. Les camions qui passent par ici, ils empruntent une variante de l'autre côté. Mais nous devons rentrer sur l'axe principal, qui est l'axe que nous sommes en train d'ouvrir, dans lequel on est en train de faire le débroussaillage, des capages, des herbages, en grosso modo, ce qui est l'ouverture des pistes. Voilà un peu ce que nous pouvons dire de cet axe. Mais nous allons demander à notre partenaire financier de pouvoir un peu essayer d'accélérer avec les décaissements, parce que nous sommes en pleine saison sèche. C'est pourquoi nous travaillons comme ça, sans beaucoup de difficultés majeures liées aux intempéries ainsi qu'à la pluie au fait. Mais nous craignons que si les décaissements intervient un peu en retard en pleine saison de pluie, ça sera aussi un peu difficile, très difficile pour nous, pour bien travailler comme il se doit. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris l'engagement de restaurer la paix et l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. La questeure du Sénat, Carole Laguito, a transmis ce message à la population du Bas-Zélé lors de son arrivée aujourd'hui à Buta, une contrée qui mérite une attention soutenue des gouvernants à tous les niveaux. C'est un accueil à l'image d'une entrée dans Jérusalem qui a été réservée ce mardi 24 août 2021 à la sénatrice Carole Laguito Amela qui a foulé le sol de son Bas-Zélé natal. Cette visite s'inscrit dans le cadre de ses vacances parlementaires comme le veulent les us et coutumes du Parlement et pour vulgariser, expliquer à ses frères du Bas-Zélé l'engagement du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans la restauration de l'autorité de l'État et de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Je suis venue pour les vacances parlementaires. Je suis venue remercier une fois de plus la population du Bas-Zélé pour son soutien, surtout pour ses prières, car c'est grâce à ça que je suis devenue questeur du Sénat. Et de tous les combats, leur soutien, leur prière m'accompagnent toujours. Et aujourd'hui, je représente la province du Bas-Zélé dans l'une des chambres du Parlement au bureau.
ce qui est un honneur pour moi-même ainsi que pour la province. J'aurai aussi le temps de sensibiliser la population sur toutes les actions que mène le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ce qui est de la restauration de l'autorité de l'État, de la paix, de la sécurité. Cette arrivée de la sénatrice Carole Aguito est aussi ponctuée par la remise officielle à la province d'un dispositif d'éclairage public à base d'énergie pour éclairer 5 km de la voie de Bouta au profit de la population. Pendant son séjour, une série d'actions est prévue, notamment la remise des forages d'eau et des crédits à plus de 300 femmes qui exercent le petit commerce dans la ville de Bouta et ses périphéries. Et on termine ce journal par cette visite d'itinérance effectuée dernièrement par le gouverneur ad intérim du Haut-Lomami dans les territoires de Kabongo. Le chef de l'exécutif provincial est allé palper du doigt les réalités socio-économiques qui prévalent sur le terrain. Suivez. Première itinérance depuis sa prise de fonction en qualité du gouverneur ad intérim. Vendredi 20 août 2021, Kabamba Ilunga Batame débarque dans son Kabongo natal. Honneur militaire, une foule en liesse lui réserve un accueil délirant digne d'un prince. Le monde a vécu, et c'était du vrai. Le gouverneur ad intérim, accompagné des membres de sa délégation, inspecte une terre d'érosion qui se crée au cœur de la cité de Loubiaï. Un malaise au sein de la population lambda. À l'issue de cette inspection, Kabamba Ilunga Batame prend les mesures qui s'imposent et instruit les responsables de l'agence congolaise des grands travaux pour s'investir sur la situation. La population des Kabongo exulte et salue la grandeur d'âme du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À la place de la tribune de Loubiaï, Kabamba Ilunga Batame demande à la population de soutenir la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a déjà relancé les travaux de la route Kamina-Kabongo. Oui, cette vision est restée gravée dans la mémoire des Kabongolais qui traduisent leur gratitude au premier citoyen de la République démocratique du Congo qui a mis sa confiance à l'un de ses dignes fils, Kabamba Ilunga Batame Anani. Rappel d'un seul grand titre dans cette édition d'information, très chers téléspectateurs, après le dialogue de sourds entre l'employeur et les bons syndicats de la radio-télévision nationale congolaise, et une lueur d'espoir se dessine avec Patrick Mouyaya qui joue le sapeur-pompier. Le ministre de la Communication et Médias a rencontré séparément aujourd'hui le directeur général ad intérim et le directeur de la RTNC d'une part et la délégation syndicale, la masse laborieuse de l'autre part, pour trouver justement des solutions afin de mettre fin à cette grève qui a paralysé pratiquement pendant 48 heures la grande